Et oui, c'était il y a 86 ans, la disparition d'Alfred Dreyfus, le capitaine juif mourait à Paris, un grand officier français resté célèbre pour une affaire retentissante, 12 ans durant. Affaire qui divisa profondément la population française avec un déferlement, bien sûr, de haine antisémite sans précédent. Il faut donc revenir en 1894, au moment où le capitaine Alfred Dreyfus est victime d'une machination judiciaire qui entraîne sa dégradation et son bannissement. Envoyé au bagne de la Guyane, en effet la plus effroyable des prisons françaises, il ne sera gracié qu'en 1906, mais jusqu'à la fin de ses jours, il restera quand même traumatisé, et on peut le comprendre, par cette injustice qui a gâché sa vie et celle de ses proches. Nous faisons donc son portrait ce matin avec vous, Christophe Darre. Et c'est dans une famille juive en Alsace en 1859, à Mulhouse plus précisément, que naît Alfred Dreyfus. L'Alsace qui abrite alors une très importante communauté juive depuis plusieurs siècles. Son père Raphaël est à la tête d'une filature de coton et d'une usine de tissage. C'est une enfance bourgeoise et heureuse, mais perturbée par la guerre de 1870 que la France impère. Et comme vous le savez, l'Alsace-Lorraine a été annexée par l'Empire allemand en 1871. Les Mosellans et les Alsaciens ont cependant la possibilité de garder la nationalité française, mais à la condition de quitter le territoire pour la France. C'est ce que fait justement la famille Dreyfus, qui quitte l'Alsace pour Bâle en Suisse et de là rejoint Paris. Et c'est dans la capitale française que le jeune Alfred mène des études brillantes. Le baccalauréat en poche, il entre à Polytechnique et en sort avec le grade de sous-lieutenant. Pendant 2 ans, Alfred Dreyfus est à l'école d'application d'artillerie de Fontainebleau. Il est nommé lieutenant au 31e régiment d'artillerie du Mans à 23 ans avant d'être affecté aux batteries à cheval de la première division de cavalerie de Paris. C'est un bon cavalier. Il est noté comme le meilleur lieutenant du groupe des batteries. En 1889, il est nommé capitaine au 21e régiment d'artillerie, détaché comme adjoint à l'école centrale de pyrotechnie militaire de Bourges. Alfred Dreyfus a 30 ans alors et une grande carrière militaire l'attend. Il est reçu à l'école de guerre et sur le plan privé, c'est également un homme comblé. Il épouse Lucie Adamar, issue d'une riche famille de diamantaires originaire de Metz. Son épouse avec laquelle il aura 2 enfants, Pierre et Jeanne. Et le 1er janvier 1893, il devient stagiaire à l'état-major de l'armée au ministère de la Guerre, avec le grade de capitaine. 1 an et demi plus tard, en septembre 1894, de ce qu'on appelle la section de statistiques. C'est en fait le service d'espionnage et contre-espionnage de l'armée, découvre un bordereau contenant des secrets militaires et adressé à l'ambassade allemande. C'est très grave, évidemment, car l'Allemagne et la France sont alors ennemis. Et oui, rapidement, Alfred Dreyfus est suspecté car son écriture ressemble à celle sur le fameux bordereau. Le 15 octobre 1894, il est arrêté et incarcéré à la prison du Cherche-Midi pour espionnage au profit de l'Allemagne. 2 mois plus tard, le 19 décembre, il passe en conseil de guerre à Paris, cela même alors qu'aucune preuve n'existe contre lui. Et ce que tente de démontrer l'avocat de Dreyfus, Edgar Demange, qui prouve à la cour l'insuffisance des charges pesant sur son client, prenant appui notamment sur les différentes expertises en écriture qui se contredisent. En fait, Dreyfus, dans cette histoire, est victime de l'antisémitisme alors galopant et très important dans l'armée comme dans la société française. En 1886, l'ouvrage La France juive de l'écrivain et journaliste Édouard Drummond est un best-seller qui dénonce la présence des Juifs, et le même Drummond va fonder en 1892, donc vous voyez au niveau des dates, on est 2 ans avant le début de l'affaire, la Libre Parole, journal antisémite qui dénonce notamment la présence trop importante des Juifs dans l'armée. De plus, il ne faut pas oublier qu'au sein de l'armée, justement, beaucoup sont jaloux et se méfient de Dreyfus, cet homme fortuné, très efficace, vraiment, un très bon militaire, et qui vient en plus d'Alsace, alors allemande. Ainsi, malgré l'absence de preuves, mais parce que son seul tort est d'être juif, Alfred Dreyfus est condamné le 22 décembre 1894 pour trahison, à la destitution de son grade, à la dégradation militaire et à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, c'est-à-dire donc au terrible bagne en Guyane. Et c'est par un froid glacial au matin du 5 janvier 1895, dans la cour d'honneur de l'école militaire à Paris, que se déroule la dégradation d'Alfred Dreyfus en présence d'une foule innombrable, des militaires, des politiques, des diplomates et des journalistes qui sont donc pour voir son humiliation. Un général crie: Alfred Dreyfus, vous êtes indigne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Dreyfus répond: soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. Toutes les insignes de son rang lui sont arrachées. Autre image marquante de cette dégradation humiliante, le sabre de Dreyfus est brisé en 2. Pendant ce temps, une foule de milliers de personnes crient au loin, derrière des grilles: à mort Judas, mort aux Juifs. Ouais, c'est
terrible. En mars 1894, Dreyfus arrive alors sur l'île du Diable, un îlot isolé au large de la Guyane. Il va vivre dans des conditions inhumaines. Il est surveillé jour et nuit par des gardiens dans une case d'où il n'a pas le droit de sortir. Et il n'a pas non plus le droit de parler à ses geôliers. Il ne reçoit aucune visite. Il occupe ses journées en fait en écrivant notamment des lettres où il clame son innocence et demande la réouverture de l'enquête, mais que les destinataires, notamment son épouse, ne recevront jamais. Ses conditions d'emprisonnement vont même se durcir. En septembre 1896, la fausse rumeur d'une évasion de Dreyfus fait la une de la presse. Alors par précaution, le ministre des colonies fait faire construire une double palissade autour de la case de Dreyfus. Il le fait même mettre au fer la nuit pendant plusieurs semaines. Mais ce que Dreyfus ignore, c'est qu'à des milliers de kilomètres du Bagne, en France, survient un rebondissement inattendu. Christophe, son dossier est rouvert et cela déclenche une affaire bien sûr retentissante qui fracture la société française. En mars 1896, ça fait donc plus d'un an que Dreyfus est au Bagne. Le lieutenant-colonel Georges Picard, le chef du service des renseignements, intercepte un document qui va prouver la proximité de son auteur, le commandant Ferdinand Walsin-Esterhazy, avec l'ambassade d'Allemagne. De plus, il découvre que le dossier Dreyfus est vide de preuves. Alors Esterhazy est acquitté, il se réfugiera d'ailleurs en Angleterre sous une fausse identité, mais Émile Zola publie une lettre adressée au président de la République, Félix Faure. C'est le fameux « J'accuse » en une de l'Aurore le 13 janvier 1890 et c'est vraiment le point de départ de ce qu'on peut appeler l'affaire Dreyfus. Émile Zola est d'ailleurs condamné pour diffamation et c'est à partir de là que la France va s'opposer entre pro et anti-Dreyfusards. Alors en gros, pour faire simple, ceux qui défendent Dreyfus sont plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche. On a Jaurès, on a Péguy, on a Clémenceau, on a aussi Bernard Lazare, alors que les anti-Dreyfusards sont plutôt conservateurs et nationalistes. Et le cas Dreyfus suscite beaucoup de débats enflammés chez les Français. On se souvient notamment de ce dessin de presse publié dans le Figaro en 1898, un dîner en famille de Carandache, anti-Dreyfusard d'ailleurs, où une famille parlant de l'affaire Dreyfus justement se met à se battre. Entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, la société est donc profondément divisée et bientôt c'est le scandale au niveau national car on découvre que de fausses pièces ont été versées au dossier par le colonel Hubert Henry pour accuser Dreyfus et confirmer sa condamnation. Henry d'ailleurs reconnaît les faits mais se suicide dans sa cellule du fort du Mont-Valérien. Pendant ce temps, Alfred Dreyfus, lui, est toujours au Bagne de Guyane. Et il est rapatrié en France et jugé par un second conseil de guerre à Rennes en août 1899. Alors, ce qu'il fera bien sûr d'abord, c'est son changement physique. Après 4 années de détention dans des conditions inhumaines, il est amaigri, il ressemble pour ainsi dire à un vieillard alors qu'il a 40 ans, avec de rares cheveux tous blancs. Le 9 septembre 1899, le jury le reconnaît à nouveau coupable de trahison, mais lui accorde le bénéfice de circonstances atténuantes et le condamne à 10 ans de détention. Il est finalement gracié par le président de la République, Émile Loubet. Mais pour Alfred Dreyfus, cette grâce n'est pas suffisante. Il veut être réhabilité, on le comprend. Malheureusement, il faudra plusieurs années pour que cette requête soit examinée. Ce n'est que le 12 juillet 1906, 12 ans après son arrestation, que Dreyfus est enfin réhabilité. Et après cette date, il va être réintégré dans l'armée comme chef d'escadron. Il est mis à la retraite en 1907 et alors incroyable, il est blessé au bras lors d'un attentat par balle commis à la cérémonie de transfert au Panthéon des cendres d'Émile Zola en 1908, l'antisémitisme toujours. Dreyfus qui bien sûr parle souvent de cette affaire comme en 1912 à la Sorbonne et sa voix d'ailleurs a été à l'époque enregistrée par une personne présente ce jour-là, une archive exceptionnelle retrouvée par la bibliothèque numérique de la BNF il y a quelques années. Écoutez donc un extrait de la voix d'Alfred Dreyfus. Le 20 juillet 1906 fut une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade, comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence. Avec un petit accent alsacien. Ah ouais, un gros accent alsacien. Oui, même, oui. Archive quand même incroyable, Christophe, merci de l'avoir retrouvé. Alfred Dreyfus qui est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale en tant que chef d'escadron d'artillerie de réserve. Je n'ai aucun mérite, c'est France Culture qui a diffusé cette archive-là ces derniers temps. Il participe effectivement au combat du chemin des Dames et de Verdun, combat très meurtrier. Il sera d'ailleurs élevé en septembre 1918 au grade de lieutenant-colonel, premier officier de la Légion d'honneur. Il reçoit aussi la Croix de guerre, malade dans les dernières années de sa vie. Il meurt le 12 juillet
juillet 1935 à 76 ans. Merci Christophe pour ce dossier consacré à Alfred Dreyfus, affaire qui a continué bien des années plus tard à faire du bruit. En 2006, pour le centenaire de la réhabilitation de Dreyfus, justement, l'historien Vincent Duclerc demandait le transfert de ses cendres au Panthéon. Au terme d'un débat agité, le président Jacques Chirac avait alors préféré une cérémonie nationale à l'école militaire. À noter que, évidemment, le cas Alfred Dreyfus a suscité beaucoup de créations dans le monde artistique, notamment le film J'accuse en 2019 de Roman Polanski, qui a quand même obtenu 12 nominations à la 45e cérémonie des Césars.